Dans notre univers, on peut trouver des ondes électromagnétiques quasiment partout. Alors, découvrons ensemble une des notions les plus importantes au monde, en traversant l'histoire et la mécanique quantique. Alors, avant de se lancer éperdument dans un sujet plutôt complexe, il est nécessaire avant tout d'avoir certaines bases. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une fréquence. Donc, une fréquence est le nombre de fois qu'un signal se répète d'une manière périodique sur un temps donné. Ce signal est un motif qui se reproduit dans le temps et périodiquement, c'est-à-dire qui se répète à l'identique sur un intervalle régulier. Et l'intervalle de temps durant lequel le signal ne se répète pas, c'est la période. Ainsi, notre fréquence qui est exprimée en Hertz, en l'honneur du physicien Heinrich Hertz, est égale à l'inverse de la période, donc 1 sur grand T qui est la période. De plus, il y a une information très importante qui est la longueur d'onde, lambda, qu'il ne faut surtout pas confondre avec la période, car la longueur d'onde est la distance entre deux points successifs, tandis que la période est le temps nécessaire pour réaliser le motif. Donc voilà pour la fréquence. Et une onde, c'est simplement une perturbation qui va se propager. Et pourquoi une onde électromagnétique ? Ça, on va le voir après. Mais sinon, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que les ondes électromagnétiques constituent une gamme nommée le spectre électromagnétique. Dedans, les ondes électromagnétiques vont des ondes radio au rayonnement gamma. Et dans ce spectre, on peut observer un lien inversement proportionnel entre la fréquence en Hertz et la longueur d'onde en mètres. En effet, plus on se rapproche des rayons gamma, et plus la fréquence augmente. Car comme vous pouvez le constater, la période diminue. Et puisque la fréquence est l'inverse de la période, donc 1 sur grand T, alors quand la période diminue, donc le dénominateur diminue, ça fait que le résultat, qui est la fréquence, augmente. Et inversement, les longueurs d'onde, elles vont augmenter quand on va des gamma vers les ondes radio. Alors, la fréquence va passer de mégahertz à gigahertz, à terahertz, etc. Et les longueurs d'onde passent de mètres, millimètres, micromètres, nanomètres, etc. Mais le plus important, ce sont les différents types d'ondes électromagnétiques qui existent. Et là, on pourrait les évoquer de la plus longue longueur d'onde à la plus courte, donc de la moins énergétique à la plus énergétique aussi. Mais c'est plus amusant de les découvrir, ces ondes électromagnétiques, dans leur ordre de découverte. Nous sommes en 1666 avec le grand Isaac Newton. Il se met dans une pièce dans le noir et il laisse passer un rayon de soleil. Sur cette lumière blanche, il y place un prisme qui, avec un phénomène que l'on nomme la réfraction, la lumière se décompose en plusieurs couleurs, les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. À cette époque, ce qu'on appelait spectrum, qui signifie apparence immatérielle, était utilisé pour tous les phénomènes qu'on n'expliquait pas encore en optique. Mais lui, Newton avait découvert, si je puis dire, le spectre visible. En gros, cette portion de longueur d'onde dans le spectre électromagnétique représente les seules ondes électromagnétiques qui sont visibles pour un être humain. Ensuite, on peut directement avancer en 1800 avec William Herschel. Ce dernier place des thermomètres dans le spectre visible, donc sur chaque couleur, et remarque qu'au-delà du rouge, alors que l'œil humain ne voit plus rien, la température du thermomètre augmente encore. Et il découvre ainsi la toute première lumière invisible, qui sont ce qu'il nomme les rayons calorifiques, que l'on appelle maintenant les rayons infrarouges. C'est ce même rayonnement qui est émis par le corps humain, qui a une température moyenne de 37 degrés Celsius. Et ce rayonnement, avec l'œil humain, on ne peut pas le voir, mais on peut par exemple utiliser des caméras thermiques. Ensuite, un an plus tard, donc en 1801, Johann Ritter expose au rayonnement solaire une plaque photographique recouverte de chlorure d'argent et observe que cette dernière a une certaine réaction au-delà cette fois-ci du violet. Et il découvre les rayons ultraviolets. Ensuite, en 1886, Heinrich Hertz, dans une expérience où, dans un circuit avec un courant de haute tension,
il crée un arc électrique avec ce qu'on nomme des éclateurs. Plusieurs mètres plus loin, la même étincelle est produite sur une antenne. Il voit donc que de l'énergie a été transmise dans le vide, donc d'un circuit à l'autre sans aucun fil conducteur. Et il découvre que c'est une onde d'environ 1 mètre. Et il découvre ainsi les ondes radio. Ensuite, en 1895, Wilhelm Conrad Röntgen étudie le courant électrique dans une ampoule où l'air est à une pression très faible. Et il voit que cette ampoule émet des rayons qui sont capables de traverser des objets, et même le corps humain. Il découvre ainsi les rayons X. Puis, en 1900, grâce aux travaux de Henri Becquerel, de Marie et Pierre Curie, de Paul Villard et de Ernest Rutherford, on découvre que la radioactivité est de 3 types, qui sont alpha, bêta et gamma. Rutherford établit la nature électromagnétique des rayons gamma. Et juste pour information, c'est Thomas Young, en 1801, dans sa célèbre expérience des franges d'interférence, qui va mesurer, grâce à un phénomène de diffraction, les différentes longueurs d'onde de la lumière visible. Donc voilà, et là vous avez toutes les ondes électromagnétiques dans l'ordre de longueur d'onde. Bon, on a vu quelles étaient les ondes électromagnétiques, mais on ne sait toujours pas réellement ce que c'est. Et pour le comprendre, on doit faire un voyage dans la matière à l'échelle quantique. Prenons une particule. Cette dernière a une charge électrique, ce qui fait que la particule émet un champ électrique. Puisque dans notre situation, la particule est immobile, alors le champ électrique est statique. Mais imaginons à présent que la particule est en mouvement. Quand la particule va accélérer, d'après la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, la vitesse de la particule va entraîner l'arrivée d'un champ magnétique autour de cette dernière. Donc, autour de la particule, on a un champ électrique et magnétique qui vient d'apparaître. Et ces derniers forment un champ électromagnétique. Mais ces deux-là, ils existent quand même indépendamment. Ils ne forment pas un tout et ils vont ainsi interagir. Et donc, l'apparition du champ magnétique perturbe le champ électrique. Et la perturbation du champ électrique va perturber aussi le champ magnétique. Ce qui va perturber la perturbation de etc. 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 On arrive au fait que le simple mouvement qu'on a donné à la particule va se propager dans l'espace encore et encore à la vitesse de la lumière grâce au champ électromagnétique. Et ce phénomène est l'onde électromagnétique. Ce qui correspond parfaitement à la définition énoncée d'une onde en début de vidéo. Pour rappel, j'avais dit qu'une onde est une perturbation qui va se propager. Et donc, pour faire le lien, les différents types d'ondes électromagnétiques sont simplement dus aux accélérations différentes que peut subir une particule chargée électriquement. Pour finir, on peut signaler le fait que les ondes électromagnétiques peuvent ainsi se déplacer dans le vide. Pas comme les ondes sonores, qui ne peuvent se déplacer que dans de la matière, puisqu'elles se propagent comme une vibration de proche en proche, par compression puis dilatation du milieu dans lequel elles se trouvent. Un milieu matériel solide, liquide ou gazeux. Voilà pourquoi elles ne se propagent pas dans le vide. Donc même si Star Wars a fait l'erreur, il n'y a pas de son dans l'espace. Donc voilà pour les ondes électromagnétiques, qui interviennent partout dans l'univers. N'oubliez pas que la science est le futur.